Madame, Monsieur, bonsoir. Heureux de vous retrouver ce soir. Au sommaire de votre journal des Alpes, dépôt de carburant bloqué à Annecy. En Haute-Savoie, zone industrielle interdite d'accès à Chambéry ce matin. La protestation contre le projet de loi travail s'est de nouveau exprimée dans la rue. Tour d'horizon de la mobilisation dans les Alpes. À Grenoble, une action qui a surpris les forces de l'ordre avant 8 heures. Le blocage des entrées nord et sud de la ville par un collectif Palette en feu. Ils ont provoqué de gros bouchons dans toute l'agglomération avant la manifestation de l'après-midi. Une manifestation qui a dégénéré. Nous en parlerons avec notre invité Laurent Terrier de la CGT Isère. Enfin, nous nous engouffrerons dans une nouvelle galerie, la galerie de secours du tunnel du Chat en Savoie. Son percement est achevé. Nous étions présents pour la photo souvenir des ouvriers sous terre. Mais les travaux de réfection du tunnel sont loin d'être terminés, vous verrez. Dans votre édition nationale à 19h30 avec Carole Gessler, la loi travail, blocage et manifestation. Toujours, les opposants à la loi ont maintenu la pression sur tous les fronts. Grève à la SNCF, blocage des raffineries, barrages filtrants aux abords des centrales nucléaires. Et puis, au Mont-Saint-Michel, le retour de l'Archange. Après 2 mois et demi de rénovation dans le Périgord, la statue a été posée par hélicoptère en haut de l'abbaye. C'était donc la 8e journée d'action des opposants au projet de loi travail. Et si les Alpes avaient été relativement épargnées par la pénurie de carburant, les choses se sont corsées ce matin en Haute-Savoie avec le blocage inédit du dépôt pétrolier de Vauvray à Annecy. C'est le seul dépôt du département. Le reportage de Gilles Ragry et Didier Albrand. Ils étaient sur place dès le lever du jour pour une action surprise. Une cinquantaine de militants CGT, Solidaires et CNT ont bloqué ce matin le dépôt pétrolier de Vauvray, qui alimente toute la Haute-Savoie en carburant. Ils voulaient montrer la force de leur mouvement et mettre la pression sur le gouvernement. On est venu ce matin à 5h30, donc on était présents. On a bloqué l'ensemble du dépôt. Donc c'était l'action coup de poing prévue en réaction donc, au 49.3 du gouvernement. Aujourd'hui, on répond avec les mêmes armes, un 49.3 social, pour défendre les intérêts de tous les salariés. Des camions vides en attente, les pouvoirs publics n'ont pas tardé à réagir. À 13h, le patron de la police départementale ordonne la dispersion. Je vous demande de bien vouloir quitter les lieux. Je vais vous laisser 5 minutes pour y réfléchir. Et puis si effectivement cette situation ne se débloque pas, je ferai les sommations d'usage, comme la loi le prévoit. Et ensuite, si je constate qu'il n'y a pas un mouvement de départ, on sera amené à vous pousser. Voilà. J'aurais évité de recourir à la force, mais si on doit recourir à la force, on le fera. En tant que travailleurs, nous on demande le retrait de la loi El Khomri. Dispersez-vous. Après un face-à-face façon mêlée de rugby, les manifestants sont repoussés à distance. Le dépôt va rapidement rouvrir. Vous avez vu que ça a été fait dans les règles de l'art. Et voilà, et dans quelques minutes, les camions vont pouvoir alimenter les stations de Haute-Savoie, ce qui était bien l'objectif recherché à la veille d'un week-end. Sous surveillance policière, à 14h, la rotation des camions-citernes a repris. Autre action, coup de poing à Chambéry, les routiers ont entravé toute entrée sur la zone industrielle de Bissy à l'appel du syndicat CGT aux premières heures de la matinée. Ils ont provoqué d'importants bouchons avant la manifestation dans les rues de la ville. Sur place, Bernard Portugal et Frédéric Pasquet. Il est 8h du matin au cœur de la zone industrielle de Bissy. L'image a un air de déjà-vu. Elle témoigne d'une mobilisation qui ne faiblit pas. Pour les opposants à la loi travail, l'heure est plus que jamais au blocage. La mobilisation, non seulement elle ne va pas faiblir, et puis même, je dirais, elle va s'amplifier parce que on est ici depuis 5h30, 6h du matin. Et on a même les personnes qui sont dans les voitures qui nous encouragent. D'ailleurs, tout à l'heure, on leur a offert le café. Donc non, ça se passe relativement bien, mais la mobilisation ne faiblit pas. Preuve en est, c'est que cet après-midi, on attend beaucoup de monde sur Chambéry au niveau du palais de justice. Sur ce rond-point, des manifestants du privé comme du public se sont rassemblés pour bloquer la circulation. Ils sont bientôt rejoints par des chauffeurs routiers. Tous veulent envoyer une nouvelle fois un message ferme au gouvernement. On voit bien que ce gouvernement, il a basculé du côté obscur de la force, c'est-à-dire du côté du patronat aujourd'hui, et que nous, ce qu'on répond à ce gouvernement-là, c'est regarder les mobilisations, regarder les points de blocage qui augmentent aujourd'hui en France, et les salariés aujourd'hui ne veulent plus être les dindons de la farce. Si la finance, c'est être l'ennemi du gouvernement, eh bien qu'il le prouve et qu'il retire la loi.
Vers 10h30, le dernier barrage a été levé et les opposants à la loi travail se sont retrouvés dès le début d'après-midi devant le palais de justice de Chambéry. 1500 à 2000 personnes, parmi lesquelles des salariés, mais aussi des étudiants ou des retraités, venus dénoncer le comportement du gouvernement. Il se permet de dire que ce n'est pas à la CGT de faire la loi, alors qu'effectivement les lois sont débattues à l'Assemblée nationale et lui, il fait sa loi tout seul dans son coin avec le 49.3. Donc il y a atteinte à la démocratie et aujourd'hui, effectivement, la démocratie, elle est dans la rue. Le cortège a défilé dans les rues de la ville et s'est ensuite rendu devant les locaux du MEDEF. Aucun incident n'a été à déplorer. Et en Isère, l'agglomération de Grenoble littéralement paralysée ce matin. Les membres du collectif On bloque tout ont empêché toute circulation au niveau de 2 entrées de la ville. Barrages et feux de palettes à l'heure où la plupart se rendaient au travail. Grosse pagaille durant près de 2 heures. Des trams, des bus à l'arrêt avant que les manifestants ne soient délogés par les forces de l'ordre. La manifestation autorisée par la préfecture a elle rassemblé moins de monde que lors des dernières journées de grève. 1300 personnes selon la police, 6000 selon la CGT. Une manifestation qui a dégénéré quand plusieurs centaines de manifestants ont quitté le cortège pour se diriger vers les grands boulevards. Le reportage de Céline Aubert-Aigré et Cédric Picot. Restez groupés. Des coups, des gaz lacrymaux, des tirs de flashball aussi. Parc Mistral tout à l'heure, certains des manifestants ont passé un sale quart d'heure. Interpellations musclées, échanges d'insultes, affrontements entre manifestants survoltés et policiers ulcérés. Un coup de matraque d'un policier. Un policier qui a reculé et qui a pris son élan pour me taper parce que j'étais à côté de l'interpellé. Ça a bastonné, ouais. Ça a bastonné. Il y a eu de notre côté aussi des jets de projectiles. Il faut pas le nier. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est l'attitude du gouvernement qui pousse les gens à faire ça. En fait, ça radicalise les choses des deux côtés. 15 heures, près de 1000 personnes arpentent les grands boulevards. Une manifestation sauvage partie de la préfecture. Place de Verdun, les esprits s'échauffent. Les policiers sont pris pour cible à coups de bouteilles de bière et de bombes aérosols. Tout avait pourtant débuté dans le calme. Aujourd'hui à Grenoble, la mobilisation contre la loi travail a rassemblé dans les 3000 personnes. Une opposition pacifique au départ, parfois inventive, comme ce gang de licornes, animal sympathique. Elle est gentille, ouais, elle sait s'imposer quand il faut, mais en douceur et en discussion. Et pour le bien de tous. Allez, Manuel Valls. On est là, Manuel Valls. Fais bien gaffe à toi, Manuel Valls. Tu commences à nous chauffer les cornes, Manuel Valls. On est très intéressé par les casseurs. Les casseurs, ça, on les cherche depuis tout à l'heure et on aimerait franchement, surtout pour mes patrons, faire une belle photo avec eux. La rue. De casseurs, il n'y aura pas aujourd'hui, mais des échauffourées, 5 interpellations et un blessé léger côté manifestant. Et pour parler de cette mobilisation et des débordements qui deviennent désormais fréquents, nous recevons Laurent Terrier du secrétariat de l'Union départementale de la CGT Isère. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Laurent Terrier, la manifestation d'aujourd'hui avait débuté calmement et puis elle dégénère, ça se répète. Comment est-ce que ça se fait? Vous ne tenez plus vos troupes? Écoutez, c'est pas à nous de tenir les troupes, c'est aux forces de l'ordre d'assurer le... Vous avez aussi un service d'ordre. Oui, on a un service d'ordre, mais moi je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Peut-être que c'était après la manifestation, visiblement. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on est dans un mouvement qui dure depuis 3 mois, qu'on est à la 12e, 14e manifestation, je ne sais plus, parce que bon, il y a 8-9 manifestations nationales, mais il y a aussi des manifestations locales. Ce qu'on voit, c'est qu'on a un gouvernement qui s'obstine dans le fait de ne pas du tout écouter ce qui se passe dans ce pays et que de fait, ça crée une tension dans tout le pays. Et ce matin, donc, il y a un petit nombre de personnes qui a bloqué 2 entrées de la ville, Porte de France et puis du côté de Mélan. C'était organisé par un collectif On bloque tout. C'est un collectif qui vient d'où? De la CGT? Non, c'est pas la CGT qui organise, c'est un collectif citoyen, parmi lesquels il y a des militants de toutes parts. Vous ne craignez ça fait partie du mouvement. Vous ne craignez pas des accès de colère de la part d'automobilistes, comme ça s'est passé aujourd'hui à Fos-sur-Mer? Fos-sur-Mer, écoutez, j'ai pas encore eu les informations. Par contre, sur Grenoble, moi, ce qu'on m'a dit, c'est que ça s'était pas si mal passé, que les gens comprennent. Et puis, ce qu'on voit quand même dans le pays, c'est que on nous parle beaucoup de prise en otage, de blocage, tout ça. Ce qu'on voit quand même dans tous les sondages qui sont faits, il y en a beaucoup, c'est qu'il y a un soutien
massif de la population au mouvement contre la loi travail et que 75% des Français rejettent cette loi travail. Que le gouvernement, alors que le premier article du Code du travail aujourd'hui, il nous dit que sur toute modification majeure du Code du travail, on doit négocier avec les syndicats. Or, ce gouvernement qui ne parle que de dialogue social, il s'est assis là-dessus. Il a pas du tout négocié. Il a négocié quand même avec la CFDT qui a adopté la réforme. Attendez. C'est quand même un syndicat majeur dans le pays. On a découvert, y compris la CFDT, on a découvert cette réforme dans la presse. D'accord ? Donc, il n'y a pas eu de négociation. Enfin, la CGT ne vient pas manifester à vos côtés. Ils ont mené quelques discussions ensuite. La CFDT s'en est accommodée, mais il y a une large partie du pays qui ne s'en accommode pas. Ensuite, vous avez le 49.3. Oui. Je veux dire, on nous dit la CGT ne peut pas faire la loi dans ce pays. Mais alors, qui fait la loi ? C'est les députés, on est bien d'accord ? Des députés qui ont qui ont été élus démocratiquement, effectivement. Ils ont été élus démocratiquement, mais ils ont été privés de vote. Pour des députés qui, dans leur majorité, ont été élus pour ça, pour appliquer leur politique. Merci beaucoup, Laurent Terrier, en tout cas, pour votre intervention. On va voir tout de suite que ces journées de blocage à répétition impactent sérieusement les petites entreprises et les commerces du centre-ville. Le reportage de Marion Feutry et Dominique Semet. Pour cette agence de voyage située à 2 pas de la manifestation, la précaution est de mise. Porte close cet après-midi, par crainte de débordement face à la permanence de parlementaires socialistes. Si la majorité des commerçants du centre-ville sont tout de même restés ouverts, certains redoutent cette 8e journée de mobilisation. Ce matin, j'ai eu quelques clients, mais c'est des clients qui sont venus spécialement pour acheter mes produits, voilà, qui attendaient. Mais cet après-midi, j'attends effectivement une fréquentation qui va être au minimum. Moins de clients et donc moins de chiffre d'affaires. Certains commerçants évoquent un mois de mai catastrophique, où les grèves à répétition s'ajoutent à un contexte défavorable. Un moral en berne depuis les attentats, la concurrence d'Internet et des difficultés à l'export. Un climat morose qui n'incite pas à la consommation. Les gens n'ont plus aucune motivation et plus aucun désir. Voilà, c'est comme si un peu ils étaient effrayés. Du coup, moi vendant de l'antiquité, de la décoration, si vous n'avez pas envie, vous n'achetez pas. Donc c'est simple, depuis le début des grèves, je n'ai carrément pas fait de vente du tout. De leur côté, certains hôteliers craignent d'être boudés par la clientèle étrangère. D'autres ont déjà constaté des annulations de réservations liées à la grève SNCF. Et si vous voulez plus de détails sur cette 8e journée de manifestation contre la loi travail, alpes.france3.fr, notre site internet qui vous permet de retrouver tous les reportages réalisés aujourd'hui dans nos 3 départements. Dans l'actualité également, la fin du percement de la galerie de secours du tunnel du Chat en Savoie. Il relie, vous le savez, Chambéry à l'avant-pays savoyard et sa mise aux normes exigeait le creusement de cette galerie de près de 1500 mètres de long. Nathalie Rapuc et Florine Heba. 500 mètres après l'entrée de la galerie, dernier coup de marteau-piqueur avant de retrouver leurs collègues de l'autre côté. Pour tous les ouvriers présents, c'est l'aboutissement d'un travail bien fait qui respecte les délais à la minute près pour accueillir les journalistes et les élus. Ça a demandé beaucoup d'efforts à tout le monde, des travails en 3-8, donc jour et nuit, 24 heures sur 24, y compris certains samedis. Certains week-ends pour ouvrir vers le tunnel existant, donc beaucoup d'énergie de la part de tout le monde et donc ça c'est pas mal d'émotions. 1,5 km de galerie creusée en parallèle du tunnel existant. Des travaux de grande ampleur nécessaires à la mise aux normes en matière de sécurité. C'est la raison d'être des travaux qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire c'est de créer des refuges pour des usagers en cas d'incident et de permettre l'intervention des secours par un autre axe que celui que le tunnel. Cette galerie servira également aux piétons et aux cyclistes, tandis que le tunnel permettra la circulation de voitures et de poids lourds. Cette mise aux normes obligatoire est entièrement financée par le conseil départemental à hauteur de 53 millions d'euros sur 4 ans. C'est une route bien sûr importante, mais sachant qu'elle sera interdite aux poids lourds, notamment les grandes liaisons dans le cas des liaisons internationales. À partir du moment de la mise en service de ces tunnels, les poids lourds seront autorisés, mais uniquement les dessertes locales. Prochaine grosse étape, la rénovation du tunnel existant à partir d'avril prochain, qui entraînera sa fermeture complète. Fin des travaux
prévu en novembre 2017. L'agglomération de Grenoble, vous le savez, connaît souvent des pics de pollution. Eh bien, certains habitants peuvent désormais mesurer ce niveau de pollution de l'air en temps réel grâce à des boîtiers intelligents. Une expérience financée par la métropole et la région. C'est grâce à ce petit boîtier que des citoyens vont prendre la mesure de la qualité de l'air qui les entoure. Facile à transporter, il quantifie le nombre de particules fines et retranscrit les données à l'aide d'une application. Pour avoir une évaluation de son exposition personnelle, il faut effectivement l'avoir à proximité de soi. Bien entendu, quand on est à l'arrêt, on peut le poser sur son bureau, sur sa table sans difficulté. Quand on est en mouvement, on peut l'accrocher sur son sac ou le mettre autour du cou. La seule contrainte, c'est de laisser l'air circuler assez librement dans l'environnement immédiat du microcapteur. Les données sont enregistrées dans cette application qui permet de retracer son parcours tout en observant le niveau de pollution à l'instant T. On constate qu'il y a 2 pics assez marqués qui correspondent au moment où j'étais arrêté à un feu et au départ des voitures. Ce départ produit des émissions de polluants qui peuvent être assez importantes et donc une surexposition en lien avec la proximité routière et le démarrage des voitures. Ces microcapteurs seront utilisés dans le cadre d'une expérience menée par Air Rhône-Alpes, des chercheurs et des sociologues. Seuls les citoyens qui participent à l'étude pourront les utiliser durant 2 semaines lors de leur déplacement quotidien. Écologistes, sportifs ou simples curieux, la trentaine de Grenoblois choisis devra représenter l'ensemble de la population. Il va falloir comprendre pour quel type de profil la connaissance sur la pollution visualisée sur une carte va amener à des changements de comportement ou pas et pourquoi. C'est pas juste de comprendre ce que les gens font, c'est de comprendre derrière pourquoi ils le font ou ne le font pas. Au-delà de l'aspect ludique, l'objectif est de faire prendre conscience de la pollution due au transport et au chauffage au bois et de montrer que chaque citoyen, à son niveau, peut agir. C'est une première phase test qui n'a jamais été réalisée effectivement ailleurs en France et c'est une première phase test pour voir justement comment les gens s'approprient ces capteurs, s'ils se l'approprient ou non, et qui sera éventuellement dans un second temps déployé à beaucoup plus grande échelle que uniquement sur la métropole grenobloise et les participants pour la première phase. L'expérience est prévue sur l'agglomération grenobloise de septembre à décembre prochain. Une découverte dans cette édition, celle d'une PME qui est connue des plongeurs du monde entier. Bersub, un grand nom, mais une toute petite entreprise familiale basée depuis sa naissance dans les Alpes, en Savoie. Le reportage de Denis Vigneault-Duguay et Didier Alban. C'est avec ce phare-là qu'on a pris le marché de la Marine nationale. Et ce phare-là donc, se glissait sur un support, sur le bras, et permettait d'avoir les mains libres. En déposant son premier brevet il y a 28 ans, Raymond Berthois donne naissance à Bersub. La petite entreprise voit le jour au cœur des lacs alpins, à Saint-Genis-sur-Guiers, le village d'origine de Raymond. Je savais connaissais à peu près l'équipement moyen des plongeurs en termes d'éclairage. À l'époque, il y avait assez peu de plongeurs qui avaient des éclairages. Et si bien que je me suis dit que je saurais peut-être faire quelque chose là-dedans. Aujourd'hui, Bersub est connu dans le monde entier. Son chiffre d'affaires annuel s'élève à 800 000 € et l'aventure familiale se poursuit avec les 2 fils, Pierre et Marc. Dans la petite maison au cœur du village de Saint-Genis-sur-Guiers, les 8 salariés assemblent les pièces usinées exclusivement en Savoie et en Isère. La recherche et le développement se font également ici et chacun y va de son idée. Que ce soit du côté pratique, du côté ergonomique, du côté technique, du côté commercial, chacun amène sa petite patte et on va regrouper ça et ensuite évidemment à la CAO on va concevoir et puis éliminer ce qui n'est pas jouable et puis garder vraiment les produits les plus intéressants. Les lampes de la famille Berthois éclairent désormais le fond des lacs, des océans, du monde entier, et pourtant pas question de monter en puissance. Bersub restera une PME qui privilégie la qualité à la quantité. On va plutôt se baser sur des produits haut de gamme, innovants et à valeur ajoutée, forcément. Et donc c'est par cet intermédiaire-là qu'on va développer l'entreprise. Pour gagner son pari, Bersub entretient des relations très étroites avec ceux qui mettent au point les technologies de demain afin de bénéficier avant tout le monde de leur lumière. Après le fond des mers, on s'évade un peu dans les airs. Notre sujet Grande Région nous emmène aujourd'hui dans les gorges de l'Ardèche
À la rencontre des aigles de Bonnely, une espèce protégée qui ne compte là-bas pas plus de 35 couples, 35 plus 2 aiglons. Carnet rose avec Vanessa Fize et Nicolas Ferraud. Le voici, le dernier aigle de Bonnely, né dans la réserve des Gorges de l'Ardèche. C'est une femelle de 41 jours, en bonne santé apparente. L'opération du jour est quelque peu surprenante pour l'oiseau, sans pour autant être traumatisante. Il s'agit de se faire baguer. Pour cela, il a fallu trouver pendant l'hiver le nid choisi par les parents, observer la ponte, estimer la date d'éclosion et escalader, car le site est forcément difficile d'accès et le recueil de l'animal, pas toujours simple. Là, celui-là, c'était un oiseau plutôt agressif, donc je suis arrivé, d'emblée, il m'a attaqué l'avant-bras, avec les serres, des coups de bec dans les doigts, donc on met des gants, hein, toujours. Et là, bon, faut arriver à le... Ce qui est dur, c'est d'arriver à le prendre sans lui abîmer les ailes, le tordre, enfin, on a un peu peur de les casser, hein, ces petites bêtes, parce que c'est quand même précieux, quoi. 1,7 kg. Ce bagage est un passage obligé pour la préservation de l'espèce, car elle a été mise en péril par l'intervention humaine. Dans les années 60, on dénombrait 80 couples d'aigles de Bonnely en France. En 2002, il n'était plus que 22. Ces menaces-là, on les a identifiées justement, grâce aussi au bagage, puisque petit à petit, les gens nous ont retourné les oiseaux qui étaient morts sous une ligne électrique suite à une électrocution, ou sous une ligne électrique suite à une percussion de câble, parce qu'il y a les deux cas, mais aussi avec le problème de tir qu'il peut y avoir encore, l'empoisonnement ou le piégeage. Mais donc on a eu des retours comme ça de bagues et on a pu reconnaître comme ça les causes de mortalité. Aujourd'hui, grâce à un plan de préservation et aux efforts de chacun, chasseurs, grimpeurs, spéléologues, responsables des réseaux électriques, acteurs des espaces naturels protégés, la population remonte. 35 couples d'aigles de Bonnely vivent en France, dont 2 ici dans les Gorges de l'Ardèche. Ils donnent naissance à des aiglons régulièrement. 2 oisillons ont vu le jour ce printemps. J'ai commencé à suivre l'aigle de Bonnely depuis 1981. Donc à l'époque, on était un peu des pionniers en ce domaine-là, déjà avec la réserve naturelle nationale. Et on continue jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, la victoire, c'est de voir que ces 2 couples sont encore présents, que ces 2 couples se reproduisent. C'est là qu'est la vraie victoire. Pour le petit aiglon de Bonnely, c'est l'heure du retour au nid, un lieu douillet qu'il quittera de nouveau au début de l'été, cette fois-ci à Tire-d'Aile. Avant de vous quitter, le rappel de ce qui a fait la une de l'actualité aujourd'hui, c'est le blocage ce matin de la circulation à 2 entrées de Grenoble. Feux de palettes et de pneus allumés par un collectif inconnu jusqu'à aujourd'hui. On bloque tout. Une grosse pagaille à l'heure de pointe. Et la manifestation dans l'après-midi à Grenoble qui a rassemblé entre 1300 et 6000 personnes selon les sources a dégénéré en affrontement. 5 interpellations ont eu lieu à Grenoble. Autre action, coup de poing, le dépôt pétrolier d'Annecy et la zone industrielle de Bissy dans l'agglomération de Chambéry ont été bloqués toute la matinée avant des manifestations là aussi dans les villes. Vous voyez le déblocage du dépôt de Annecy. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. L'info continue sur France 3 avec votre météo et votre édition nationale présentée par Carole Gessler. Je vous souhaite une très belle soirée à tous.